suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour Raphaël. Merci de nous recevoir. Donc tu es le premier invité en Malaisie sur le podcast Sésame Asie. On a fait beaucoup de Hong Kong, de Chine, donc c'est super sympa d'avoir quelqu'un en Asie du Sud-Est pour découvrir un peu de nouveaux territoires. Tu es aussi une start-up, vraiment au sens propre du terme. J'en ai pas eu tant que ça des startups au final, donc aussi génial d'avoir une startup. Surtout que tu rentres donc, t'as une grosse actu avec une entrée chez Y Combinator, le célèbre accélérateur, incubateur. Enfin, tu vas nous expliquer ça plus en détail. Mais donc tu es CEO de Brio HR, qui est une plateforme de gestion des ressources humaines qui permet de faire plein de choses, que ce soit au niveau de la paye, du recrutement, de l'onboarding, de la gestion des vacances, enfin toutes les problématiques RH qu'on peut avoir dans une boîte. Vous rendez la vie des entreprises plus facile sur toutes ces problématiques. Donc voilà, je vais te demander de te présenter brièvement et de nous dire, toi, avec tes mots, qu'est-ce que c'est que Brio HR, et après on va enchaîner sur ton expérience. Eh ben écoute, Raphaël, déjà merci pour l'invitation. C'est un plaisir, un honneur d'être le premier d'Asie du Sud-Est. Alors, si je comprends bien, et un des premiers dans un milieu plus de start-up ou de fondateurs de start-up. Donc j'imagine qu'il y en aura plein d'autres. Alors j'espère que je vais faire honneur à tout ça. Donc oui, comme tu le disais, donc je suis le cofondateur de Brio HR, qui est un logiciel SaaS, donc tout sur le cloud, accessible sur Internet, etc., de gestion du cycle employé. Donc l'idée, c'est en effet de couvrir tout le cycle employé dès le recrutement. Donc on a un module qui permet aux entreprises de vraiment mieux collaborer et accélérer et augmenter la qualité du recrutement, qui ensuite va accompagner l'employé au moment où il aura reçu une offre d'emploi dans l'intégration dans la nouvelle entreprise. L'intégration qui peut durer parfois des mois, donc c'est un process qui se retrouve vite très complexe, avec beaucoup de tâches à gérer, etc. Et donc, on permet encore une fois, en donnant un accès aux nouveaux collaborateurs, ainsi qu'aux RH, aux managers, etc., on permet de donner beaucoup plus de visibilité et de structure dans un processus qui est très important, puisqu'il donne la première impression, on va dire, du nouveau collaborateur par rapport à sa nouvelle entreprise. Une fois l'employé dans l'entreprise officiellement, on va gérer toutes les tâches administratives. Donc, comme tu le mentionnais, les congés, la paye, toute la base de données employée, la gestion des documents de l'entreprise, l'accès à un répertoire de l'entreprise, l'accès à un organigramme. Donc, tout ça va être automatisé, le suivi des temps, etc. Et enfin, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup et sur lequel on a aussi développé un module assez poussé, qui est la gestion de la performance. Donc, comment on intègre les différents éléments qui font d'un processus d'évaluation, on va dire, quelque chose qui est constructif et qui réellement accompagne et qui a pour but de maximiser la performance et la productivité des employés. Donc ça, c'est aussi intéressant dans le sens où ça montre la volonté qu'on a de s'orienter ou d'orienter notre plateforme vers l'engagement des employés, quoi, une bonne expérience pour les meilleurs résultats possibles. Ok, d'accord, très bien. Donc plein de points qu'on va détailler un peu plus tard dans l'épisode. Mais pour commencer, on va essayer de comprendre un peu plus comment tu en es arrivé à cette aventure entrepreneuriale. Donc dis-nous, ça fait combien de temps que tu es en Malaisie? Qu'est-ce qui t'a fait venir en Malaisie au début? Explique-nous un peu. Alors, je suis arrivé en Malaisie en début 2011, donc ça fait quasiment 10 ans. Bien sûr, comme beaucoup d'expatriés, je pensais y rester 1 an, voire 2, et me voilà toujours là 10 ans après, et j'adore toujours ce pays, cette région et cette expérience. Donc, pour reprendre un petit peu de recul, avant d'arriver en Malaisie, j'ai commencé à travailler en France chez PwC, qui est un grand cabinet de conseil et de finance. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans en France, en fait, et après 3 ans, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour, on va dire, d'une certaine partie du travail qui m'intéressait beaucoup, mais
c'est quand même assez répétitif, c'est-à-dire que dans l'audit, chaque année, on revient et on revoit les mêmes clients, même si on est sur des tâches qui sont pas forcément les mêmes que les années précédentes. L'environnement, lui, est relativement constant. Et donc, avec ma compagne, on avait décidé d'explorer de nouveaux horizons. Et en fait, toute ma jeunesse, on va dire, j'ai été un joueur de badminton, qui est pas forcément le sport le plus médiatisé en France, même si tout le monde sait ce que c'est. En revanche, en Asie, notamment, c'est dans certains pays d'Asie le sport numéro un ou un des sports vraiment prominents. Et donc, en 2002-2003, j'avais eu l'occasion de faire des camps de badminton avec les meilleurs joueurs du monde de l'époque qui étaient malaisiens. Donc, on est allé avec une bande d'amis en Malaisie s'entraîner. On n'y connaissait rien. Moi, c'était mon premier voyage, on va dire, en dehors de l'Europe. Et on est allé s'entraîner en Malaisie et on a fait ça en 2002. C'était génial, une expérience incroyable. Le coach, c'était l'équivalent de Zidane en fait en Malaisie, quoi. C'est à ce point-là le badminton en Malaisie. Le Zidane du badminton. Ouais, non, ça fait rêver. Non, il y avait une anecdote sympa où on était après une journée d'entraînement qui était très intense, de 5 heures du matin et puis toute la journée. Un soir, on était à l'hôtel un peu posé en train de récupérer. Et puis il y a cet entraîneur qui s'appelle Misbun Sidek. Si quelqu'un le connaîtra dans le milieu, il est encore aujourd'hui très connu dans le monde du badminton, même s'il est à la retraite en tant que joueur depuis un moment. Il nous a proposé en fait de nous amener au restaurant. Donc on est allé ensemble avec lui au restaurant en marchant dans le quartier et on est allé dans un restaurant du coin. Et alors que jusqu'ici les gens qui nous voyaient passer avec nos raquettes à 5 heures du mat se demandaient un peu qu'est-ce qu'on faisait là, qui on était. Et ben après nous avoir vu déambuler un peu dans le quartier avec Miss Boone, dès le lendemain, on était devenus un peu les petites stars du quartier, quoi. Donc c'était vraiment rigolo. C'est à ce point-là, quoi. Et ils nous avaient juste vu marcher avec donc ce fameux Zidane du badminton. D'accord, très bien. Donc si je repars un peu sur le pourquoi de la Malaisie, en fait, c'est comme à ce moment-là, j'étais en sortant de PricewaterhouseCoopers et je cherchais une expatriation et j'étais intéressé par l'Asie. Et ben finalement, la Malaisie s'est assez vite imposée, d'autant que j'y ai trouvé une opportunité qui avait l'air très intéressante et qui s'est révélée l'être avec CMA-CGM, donc une grande entreprise française de transport maritime, parmi les plus grosses mondiales. Et donc c'était un rôle dans la finance avec CMA-CGM. Donc je suis arrivé en VIE. Je sais que pas mal de tes invités précédents sont passés par des VIE ou équivalents, on va dire. Ouais, moi y compris. Hein. Toi y compris. Donc c'est quand même une très belle porte d'entrée vers l'expatriation. Et donc c'était un VIE de 1 an renouvelable une fois. Et puis finalement, voilà, j'ai bien aimé cette expérience. Donc ils m'ont proposé une autre opportunité pour rester sur place après mon VIE. Ce que j'ai fait. J'ai ensuite vécu 1 an à Singapour pour suivre un MBA à l'INSEAD. Donc c'était encore une fois très pratique puisqu'il y avait la possibilité de le faire à Singapour. Beaucoup d'alumni de l'INSEAD dans le podcast aussi. Vous êtes très nombreux. Ouais, bah ça m'étonne pas tant que ça parce qu'encore une fois c'est un MBA qui vraiment qui attire, qui est très lié à l'expatriation, à l'expérience multiculturelle et aussi à un réseau d'anciens élèves qui est significatif. Donc ça ne m'étonne pas. Et d'ailleurs c'est aussi là où j'ai rencontré mon cofondateur Nabil Oudgiri, avec qui on a décidé de monter Brio HR. Pas dans la foulée, pour le coup, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire, ou en tout cas du fait qu'on allait faire, commencer une aventure entrepreneuriale telle que celle de Brio HR. Quand on se côtoyait à l'INSEAD, on était devenus copains, quoi. On faisait des footings ensemble, etc. Mais on parlait pas de projet commun entrepreneurial. Et encore une fois, j'imagine qu'on va revenir là-dessus, mais c'est assez marrant qu'on a fini par le faire et donc qu'on ait commencé cette aventure en Malaisie. Et donc voilà, après l'INSEAD à Singapour, moi, ma compagne ayant son travail et son équipe, etc. à Kuala Lumpur, je suis revenu pour faire du conseil chez McKinsey, donc à Kuala Lumpur. Et après 2 ans de McKinsey, en fait, je connaissais quelqu'un qui s'avérait être le CEO de Lazada. Donc Lazada, en gros, c'est le géant de l'e-commerce Asie du Sud-Est. Qui fait partie du groupe Alibaba en fait, qui a été racheté par le groupe Alibaba et qui est donc la première, on va dire la première expérience en dehors de Chine de Alibaba au niveau e-commerce. Donc c'était pour eux un gros sujet. Et donc en fait mon contact. C'est une sorte de marketplace, c'est ça? Ça va ressembler à un Tmall ou à un Amazon ou
Ouais, exactement. En fait, ils ont commencé un peu plus sur le modèle Amazon, donc en mode plus on achète et on revend. Et je pense que si je me trompe pas, c'est plus proche de Tmall, Mhm. mais assez vite. Et d'ailleurs, même Amazon a fait ce move-là de manière assez intensive, que Alibaba avait déjà fait et que Lazada a fait aussi sur le modèle beaucoup plus marketplace. Et pour plein de raisons. Donc bien sûr le côté mall reste, mais le plus gros des volumes, ça passe par le côté marketplace. Et donc c'est intéressant parce que Lazada est en énorme croissance, ça faisait partie du groupe Alibaba, et donc quand on m'a proposé en fait un poste chez Lazada, j'ai pas trop hésité. La vie de consultant c'est génial, mais c'est aussi très intense. Je venais d'avoir ma petite fille à peu près à ce moment-là, donc on va dire que les étoiles se sont alignées et j'ai pris cette opportunité chez Lazada. Euh, McKinsey, juste pour revenir là-dessus, enfin, ça s'est passé comment? J'imagine, enfin, ça a été court, mais j'imagine qu'on apprend pas mal de choses, non, dans ce type d'entreprise avec des méthodes de travail assez rigoureuses. Tu peux nous expliquer Ouais, un petit ouais, peu? bien sûr, bien sûr. Alors moi, à titre personnel, j'ai adoré McKinsey. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses qui étaient finalement assez différentes de ce qu'on peut entendre quand on l'a pas fait ou quand on ne connaît pas forcément des gens qui l'ont fait. Ce qui était mon cas, hein, c'était pas forcément mon milieu à la base, le milieu du consulting, même le milieu du business, hein, d'un point de vue familial, etc. Et donc, ben, je me fiais avec ce que je pouvais trouver comme information, etc. Mais en fait, en arrivant chez McKinsey, je me suis rendu compte que c'était les gens vraiment sont l'essentiel. C'est-à-dire que par rapport aux clients, bien sûr, le réseau, la connaissance partagée sont des atouts pour lesquels ils vont notamment voir McKinsey. Mais vraiment, les gens, les consultants, que ce soit du même niveau, parce que c'est assez pour le coup euh, gradé, assez normé, c'est-à-dire qu'on commence à un Mhm. certain grade et puis tous les 2-3 ans, on passe au grade suivant jusqu'à devenir partenaire, senior partner ce qui pourrait être considéré comme le Graal de ces entreprises-là. Et en fait, à tous les niveaux, il y a une bienveillance et une humilité qui étaient vraiment marquantes, notamment parce que quand on est à l'extérieur, on présente un peu les consultants sous une lumière pas toujours aussi positive, on va dire. Et donc moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. C'est un environnement, j'adore ça. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai cofondé donc cette entreprise dans l'univers des ressources humaines. Enfin, je suis vraiment attaché moi à la composante humaine dans l'entreprise, et j'ai vraiment été extrêmement positivement surpris de ce que j'ai pu trouver à McKinsey. Ensuite, il y a le côté des problématiques sur lesquelles on travaille. Donc moi je suis arrivé, j'avais un peu plus d'expérience que certains de mes collègues du même grade parce que j'avais déjà une expérience professionnelle avant, puis j'avais le MBA et donc après le MBA on arrive au même grade que certains qui ont fait par exemple directement 3 ou 4 ans de McKinsey, donc qui n'ont pas forcément une autre expérience professionnelle avant. Donc j'étais un petit peu plus âgé, un petit peu plus senior par rapport aux différentes positions que j'avais occupées, notamment à la CMA CGM. Et t'étais étranger aussi, quoi, non? C'est pas forcément anodin d'être français chez McKinsey, mais en Malaisie. Alors McKinsey est aussi extrêmement international, D'accord. notamment en Asie du Sud-Est. En fait, ça marche un peu comme c'est vraiment comme si c'était un seul bureau. Alors bien sûr, il y a des localisations, Malaisie, Singapour, Indonésie. Enfin, dans chaque pays, il y a un bureau, mais le bureau était pas du tout un critère pour savoir dans quelle équipe le consultant va tomber, va être affecté, et quel client. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au bureau de Kuala Lumpur, en tout cas avant toutes ces histoires de Covid-19, etc., quelqu'un au bureau de Kuala Lumpur pouvait bosser sur une mission en Indonésie, alors qu'un Indonésien bossait en même temps sur une mission à Kuala Lumpur. La priorité de McKinsey, c'est les bonnes compétences pour le bon projet, pour le bon client. Et donc, au sein de la région, et voire même à un niveau mondial, il va pas y avoir de différenciateur ou de priorisation autre que qui va avoir le meilleur impact possible chez ce client-là sur ce sujet-là. En fait, donc Mhm. il y a une ce qui était très intéressant donc pour moi, c'est que j'étais nouveau chez McKinsey et j'ai été tout de suite affecté sur des sujets qui étaient extrêmement complexes, qui étaient des sujets un peu de direction générale, qui demandaient à la fois un mix d'analytique, etc., mais aussi un côté encore une fois humain pour interagir avec des clients
de différents niveaux de seniorité, on va dire, et de différents horizons. Clairement, pour le coup, pour moi, de différentes cultures aussi. Et donc, ouais, ça a été extrêmement enrichissant. Tout est fait pour vraiment aider les gens à progresser. Donc, il y a beaucoup de bienveillance et moi, c'est quelque chose D'accord. qui m'a Ok. beaucoup marqué. Et donc Après, après, donc Lazada, enfin on fait des allers-retours, mais Lazada, il y a pas mal de Français chez Lazada, c'est ça? Tu peux nous expliquer un peu d'où vient cette petite mafia française, je crois que tu l'appelais chez Lazada? alors il y a plusieurs petites mafias ou en tout cas je dirais il y avait au moins puisqu'il y a eu Mhm. récemment un shift avec une prévalence des équipes et de la culture Alibaba qui a augmenté au fil des années. Mais en fait Lazada ça a été créé comme une start-up en 2012 si je me trompe pas. Et donc c'est une start-up Rocket Internet. Donc Rocket Internet, je sais pas si tu connais ou Ouais, mais tu peux expliquer brièvement ce que c'est. Ouais. bah, le modèle de Rocket Internet, en fait, c'est de répliquer des business models qui ont fonctionné dans certains pays, là où ils ne sont pas encore établis ou là où il n'y a pas encore de leader déjà, on va dire établi, etc. Et donc, par exemple, Lazada, on pourrait imaginer que c'était un peu le Amazon pour l'Asie du Sud-Est, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de e-commerçants dominants sur la région. Et donc il crée ça, et c'est une entreprise, c'est un fonds allemand. Et donc ils créent ça, et en fait au début il faut aller, leur business model c'est d'aller très fort très vite, avec beaucoup Mhm. d'investissement. Et donc ils ont fait venir, enfin ils font venir parce qu'ils ont eu, je crois, des centaines d'entreprises comme ça qu'ils ont fait. Donc Lazada est l'une d'elles, un gros succès d'ailleurs. Mais ils ont fait venir en fait de n'importe où finalement. C'est encore une fois pas forcément un critère. D'ailleurs, le fondateur de Lazada était un ancien consultant de McKinsey notamment. Donc une culture un peu, on met la bonne personne au bon endroit, on se soucie pas du reste. Et donc ils ont fait ça. Et ça a fait qu'il y a eu, notamment avec les besoins de recrutement rapide et de ramp-up, il y a eu pas mal de cooptation, de réseaux, etc. Ce qui ont fait se former certains groupes. Donc il y avait quelques Allemands, quelques Italiens, quelques Français. Et donc en effet dans les postes quelques années plus tard de management, et ben ces personnes-là avaient progressé avec l'entreprise et gravi les échelons. Et donc en effet il y avait la personne qui m'a recruté qui est un ami, Christophe Lejeune, qui était le CEO de Lazada en Malaisie. Donc c'est pareil, hein, chaque pays était un très gros business. Enfin, c'était vraiment devenu significatif. Mhm. Ensuite, quand Alibaba a voulu vraiment reprendre ou intensifier, on va dire, son contrôle de Lazada, ils ont mis quasiment tous leurs fidèles employés, on va dire, qui étaient en management chez Alibaba, dans le groupe quelque part. Ils les ont mis en charge des différents pays de Lazada, etc. Par contre, ils ont gardé comme CEO du groupe Lazada Pierre Poignant, qui est aussi un Français. Donc il y avait quand même des Français qui ont tiré leur épingle du jeu et bien plus que juste ces deux-là. Mais je pense que ouais c'est assez révélateur pour le coup du talent ou de la qualité du système éducatif, même après quelques années d'expatriation. Mhm. Et toi, t'as assisté au rachat par Alibaba ou c'était à quelle époque? Alors moi, quand je suis arrivé, c'était déjà fait, sauf que en fait, D'accord. alors je sais pas si c'est la méthode d'Alibaba, si c'est une méthode commune ou régulière, mais en tout cas, Alibaba a commencé par investir financièrement pour avoir la majorité, puis 1 ou 2 ans plus tard a remis un ticket pour vraiment quasiment à détenir tout Lazada. Et Mhm. moi, je suis arrivé quelques mois après ça. Par contre, au-delà de l'investissement financier, ils ont quand même pas mal laissé les rênes à l'équipe en place, en mode vous connaissez, vous savez ce que vous faites, vous connaissez le marché, vous avez jusqu'ici très bien travaillé. On vous laisse, on vous donne des ressources. Donc ils ont participé sur de la technologie, par exemple. Ils ont partagé beaucoup de ressources, sachant qu'ils en ont beaucoup. Et donc ils ont aidé vraiment Lazada à franchir certains caps jusqu'au moment où ils ont dit bon, ok, on pense que c'est le bon moment pour intégrer encore plus Lazada à Alibaba d'une certaine manière. Et du coup, beaucoup d'anciens Alibaba ont été mis dans les postes de management divers et variés. D'accord, ok. Et donc des Chinois, j'imagine. Et Beaucoup. ça s'intégrait bien, je veux dire. Il n'y a pas trop de clash culturel, enfin, entre une entreprise à Singapour, en Malaisie, assez multiculturelle, comme tu l'as expliqué, quoi. Et des Chinois qui venaient quoi de Chine, c'est ça?
beaucoup de Chinois qui venaient de Chine, et donc en effet il y a eu un shift donc vers ce management, on va dire. Mais le Alibaba est connu pour être assez people oriented. Mais comme un ancien d'Alibaba me le disait, c'est people oriented. Désolé pour l'anglicisme, mais d'un point de vue chinois. C'est-à-dire que Des références différentes, quoi. voilà, exactement. Donc ça reste beaucoup de travail, des objectifs très élevés, beaucoup d'intensité, etc. Et le modèle de requête Internet, finalement, il était assez similaire. Donc même si c'est pas les mêmes personnes, même si c'est pas les mêmes backgrounds culturels, il y avait cette intensité, cette volonté d'aller toujours plus vite, toujours plus fort, etc. Et donc au final, il y a pas eu je dirais, de clash à ce niveau-là. Et pour le coup, l'approche d'Alibaba de prendre plusieurs années pour faire la transition, de le faire progressivement, de le faire constructivement, en apportant pas mal de ressources qui ont bénéficié à Lazada, notamment au management du coup en place à l'époque, ils l'ont bien fait, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait une transition que je pense qu'ils avaient étudié et réfléchi bien en amont. Un des premiers gros gestes, quand pour le coup j'étais là à ce moment-là, c'est qu'ils ont mis Lucy Peng en charge de Lazada, donc en charge de Lazada Group, tout en laissant encore une fois la plupart du management d'origine en place. Mais Lucy Peng, c'est une des cofondatrices d'Alibaba, qui a notamment aidé à lancer Ant Financial. Donc c'est quelqu'un qui a un énorme background, une énorme expérience, qui est très talentueuse et très expérimentée. Et donc d'un coup ils ont positionné Lucy Peng ici, et ça a été le début en fait de on va dire de cette phase de transition au niveau du management. D'accord. Et donc après, donc Lazada, comment t'es passé de Lazada à monter ta propre boîte? Il y a eu un déclic à un moment. Comment t'as eu l'idée? Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors ouais, il y a eu un déclic. Il y a clairement eu un déclic. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que donc entre McKinsey et Lazada, il s'est passé 4 mois. C'est 4 mois de pause que j'ai prise en tant que congé paternité. Et donc 4 mois vraiment où j'ai voulu être à la maison, participer, etc. Et donc pas travailler. Et en fait, au début de ces 4 mois, jamais dans ma tête j'avais en tête d'être entrepreneur. Jamais j'avais en tête de l'être dans les ressources humaines, d'autant plus puisque j'ai pas du tout un background de ressources humaines. C'était plutôt finance, puis après on va dire stratégie, business, mais pas ressources humaines. Et à la fin de ces 4 mois-là, j'avais qu'une chose en tête, c'était de monter mon entreprise de logiciels dans les ressources humaines. Donc, il y a clairement eu il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon dernier projet chez McKinsey, c'était avec une grosse entreprise dans les télécommunications. Et on les aidait à organiser, on va dire, une business unit, notamment pour le B2B, donc business to business. Et en fait, notre rôle, c'était donc de les aider à définir l'organisation de l'équipe, à définir les descriptions de postes, les fiches de poste, de les aider potentiellement à identifier des profils à recruter, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on a commencé la mission, je me suis rendu compte qu'en fait, cette entreprise et cette division elle-même qui avait quelques milliers de personnes, eh ben, ils savaient pas vraiment combien de gens ils avaient. Ils savaient pas vraiment qui était là dans leur entreprise, quels étaient les talents, les compétences qu'ils avaient, enfin, ils avaient vraiment je trouvais un manque de structure et un manque de connaissances de leurs employés. Et en fait, ça m'a quand même pas mal marqué. Donc on l'a fait, on est reparti quasiment de zéro et on a aidé à structurer pas mal de choses. Mais moi, dans ma tête, je me disais, mais mince, c'est quand même fou qu'une entreprise comme ça soit si peu structurée, etc. Il y a quelque chose à faire, en fait. Ils sont devenus tes clients par la suite ou pas? Alors, pour le coup, pas encore, mais on a un objectif. Ouais, pourquoi pas, parce que c'est de manière plus ou moins directe, j'ai quelques contacts avec, donc ouais, ça serait un très beau client, en tout cas, je serais content de bosser avec eux de plus près, mais voilà, du coup, par extension, en fait, j'ai réalisé que quand j'étais auditeur chez PricewaterhouseCoopers, c'est que j'auditais des PME parce que j'étais en région, donc c'était plus sur des PME que sur des grands groupes. Et ce qui était super enrichissant parce qu'on avait tout de suite accès aux dirigeants de ces petites PME, etc.
Et je me suis rendu compte, j'ai eu un espèce de flashback où je me suis dit, mais j'ai très rarement vu une entreprise qui était vraiment bien équipée au niveau des ressources humaines. Alors, il y en a des logiciels des ressources humaines. Pour le coup, c'est une autre anecdote, mais c'est assez rigolo. Mais quand j'ai commencé à penser à tout ça, vraiment, je me suis dit, j'ai quasiment jamais vu une entreprise et j'ai jamais, moi, en tant qu'employé, été dans un environnement où vraiment c'était bien fichu, quoi. Et donc ça m'a un peu trotté dans la tête, etc. Donc un jour, vraiment au bout de en espace de quelques jours, il y a eu un déclic et en effet je me suis dit bon, qu'est-ce qui serait vraiment utile. J'avais managé une business unit à la CMA CGM, j'avais managé des projets chez PricewaterhouseCoopers, j'avais été consultant et donc j'avais vu un peu ce qui se faisait dans d'autres entreprises. Donc, je me disais qu'est-ce qui pourrait aider dans ces différents setups et dans ces différents environnements. Et donc j'ai commencé à écrire toutes les fonctionnalités, on va dire, d'un logiciel que je trouvais intéressant, cool et très utile. Et donc j'ai littéralement écrit cet email, ce long email que j'ai envoyé à un freelancer en lui demandant, écoute, est-ce que tu peux me faire un prototype de ça? Vraiment, c'était très présent dans ma tête, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de pousser le projet, on va dire. D'accord. Et en fait, après avoir envoyé cet email de la description de ce logiciel, et ben seulement j'ai googlé en fait. Donc je suis allé sur Google et j'ai regardé, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui existe? Et en fait, je me suis rendu compte de manière, enfin c'était rigolo, quoi. Mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est une industrie qui existe depuis longtemps et qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et voilà, c'est le côté un peu, moi ça me fait sourire. Je le dis sans hésiter, ce côté un peu naïf, avec un point négatif qui est bon bah mince, il y a de la compétition. Du coup, on va devoir faire un peu des analyses avant de savoir si on doit se lancer. Et très Le vite, marché existe quelque part. C'est toujours c'est l'avantage d'avoir de la compétition, quoi. Exactement. C'est inquiétant d'être tout seul à avoir une idée géniale parfois. Moi. J'ai des doutes en général quand ça m'arrive. Ouais, non, c'est exactement ça. Le point positif, c'était que le marché existait et que en plus la définition, on va dire, des fonctionnalités que j'avais donc envoyé à ce fameux freelancer, et ben était très en ligne, on va dire, avec ce qui pouvait se faire sur le marché. Sauf qu'il y avait pas mal de logiciels un peu vieillissants, des logiciels très fragmentés. Donc un logiciel qui va gérer la performance, un logiciel qui va gérer les congés, etc., etc. C'est quoi les acteurs les plus connus dans la RH les deux, trois. Alors, les très grands noms, on va dire que c'est un peu les habitués, on va dire SAP, Oracle et Workday. Donc c'est très grands éditeurs de logiciels. Donc en fait SAP, Oracle, ils existent depuis des décennies et ils font un peu de tout, ce qui est ERP, base de données, etc. Il y a une quinzaine d'années, Workday a émergé. Et donc Workday, c'est un peu on va dire la Rolls des logiciels de HR sur le cloud. Et là où Workday va se focaliser exclusivement sur les MNC, sur les multinationales qui sont présentes dans des dizaines de pays avec des dizaines de milliers d'employés et qui va être très 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 cher. Nous, on va se positionner plus sur du régional, on va dire Asie, et sur des entreprises qui ont entre disons 10 et 2000 employés. Donc ça peut être des bureaux locaux de multinationales ou des PME locales. D'accord. Régionales. Donc on a sauté des étapes. Enfin, je veux dire, comment donc t'as trouvé ton partenaire? Est-ce que t'as levé un peu d'argent pour démarrer le truc? Comment t'as lancé la tech? Tu peux nous expliquer ça? Ouais. Donc dans la même veine un peu de ce qu'on disait juste avant, c'est que j'étais pas un professionnel du HR, j'étais pas un professionnel de la tech, mais je voulais monter une entreprise qui est dans la HR tech. Donc il a fallu en effet réfléchir un peu et en fait très très tôt dans le process, en fait en échangeant avec Nabil que j'évoquais tout à l'heure, qui était donc un ami et on se tenait au courant régulièrement et en fait très très tôt, donc vraiment tout début, quand on a commencé à évoquer ce sujet, on a très vite trouvé un alignement. C'est-à-dire que même si on avait des expériences différentes, il était très clair que les besoins en RH et notamment en software RH étaient communs vraiment à toutes les entreprises quasiment, quelle que soit l'industrie, quelle que soit la géographie, etc. Et donc on a tout de suite accroché. Donc très très vite, on était tous les deux sur l'aventure, vraiment dès le jour 1. Et en effet, du coup, c'était est-ce qu'on se lance, où on se lance, etc. Nabil à ce moment-là travaillait à Singapour, et donc on a décidé de lancer Brio HR en Malaisie.
Pourquoi la Malaisie? Pour plein de raisons, on pourra y revenir si tu le souhaites, mais la Malaisie c'est un très bon endroit c'est un endroit très central, c'est un très bon endroit pour lancer son entreprise. Et donc Nabil a déménagé de Singapour en Malaisie, et vraiment l'idée c'était de dire ok, Nabil qui n'est pas forcément un développeur lui-même, l'idée c'était de dire ok, qu'est-ce qu'on doit atteindre comme objectif pour décider si c'est vraiment la chose qu'on veut faire, qu'on peut faire, qui va marcher, etc. Et donc Nabil, qui lui est de quelle nationalité? qui est franco-marocain. D'accord. Donc, il a fait toutes ses études, toute sa jeunesse au Maroc, toutes ses études en France, puis après INSEAD et l'Asie au niveau professionnel. Mm-hmm. Donc, on était tous les deux en Malaisie et on s'est dit bon bah on n'a pas le choix puisque ce logiciel est complexe. C'est un gros logiciel avec beaucoup de fonctionnalités. Si on veut sortir ça de terre, il va nous falloir une équipe, etc. Donc très très vite, l'idée ça a été de se dire bah on fait ce qu'on peut, et l'idée c'est que d'ici on va dire 6 mois, on ait un début d'équipe, un début de prototype, et surtout qu'on lève des fonds pour le coup consolider ça, etc. Et donc on s'est mis au boulot. On a fait un peu comme je pense la grande majorité des entrepreneurs, avec ce qu'on pouvait. Donc on a trouvé des stagiaires ici, des ressources là. On a embauché nos premiers juniors développeurs, etc. Et on a donc construit ce prototype qui était vraiment une version basique d'un module du logiciel, quoi. Donc vraiment un tout petit truc, mais au moins qui prouvait, et ça c'est un message un peu aux entrepreneurs qui hésitent à se lancer, etc., qui pouvait démontrer à d'éventuels investisseurs que on était sérieux. C'est-à-dire que on a construit quelque chose, on a vraiment fait notre maximum pour arriver avec ce petit prototype là. Et en fait, ça rassure beaucoup les investisseurs de savoir que c'est pas juste une idée en l'air, quoi. C'est vous avez déjà passé quelques mois, vous bossez dur, vous avez donc sans être technique vous-même et en engageant des développeurs juniors, quoi. Donc ça va. Enfin, ça n'a pas été trop galère ce processus. Ça a pas été facile. Nabil n'étant pas développeur, il pouvait pas développer lui-même. En revanche, il avait managé des projets dans la tech. Donc, il pouvait manager des développeurs et guider des développeurs, et du coup, ça a vraiment fait toute la différence. Mais en l'occurrence, il fallait quand même que les développeurs prennent beaucoup d'initiatives, puisqu'aucun de nous deux développait. Donc, il y a quand même des concepts qu'on n'avait pas complètement, qu'on maîtrisait pas complètement nous-mêmes. Et donc oui, ça a été clairement, le prototype, il avait rien à voir avec le software dont on rêvait, ni avec ce à quoi il ressemblait, ne serait-ce que 6 mois plus tard, et puis encore 6 mois plus tard, et jusqu'à arriver à aujourd'hui, où là on a une plateforme qui vraiment reçoit des feedbacks dithyrambiques de nos clients, etc. Donc c'est vraiment une évolution, mais je dirais pas une galère, mais un effort permanent. C'est-à-dire que même aujourd'hui, où on a une équipe avec des développeurs qui sont plus expérimentés, plus seniors, qu'on a certains process qui se sont mis en place, etc., et ben c'est quand même complexe de monter un software complexe, quoi. Il faut une Vous avez une quinzaine de personnes, c'est ça en ce moment? Ouais, exactement, et principalement porté sur la tech. Et donc tu nous disais donc ce prototype, donc après quoi, le lever un peu de seed pour financer le projet, les premiers clients, t'as réussi à décrocher des POC. Ouais, exactement. Donc quand on a réussi donc à avoir ce prototype qu'on voulait avoir, on a assez vite eu la chance de lever des fonds. Donc on pourrait appeler ça un pré-seed. Qu'est-ce qu'un pré-seed en une seconde? C'est quand on a quasiment rien, quoi. On pouvait pas dire qu'on avait un produit, on avait vraiment un début de prototype d'un truc. Donc en gros c'était Nabil, moi, deux trois team members, et un PowerPoint quasiment, quoi. Et ça correspond à ce qu'on pourrait appeler un pré-seed. Et en fait on a réussi à attirer des investisseurs, pour le coup, de renom. Donc ça c'est très intéressant. Donc on a eu par exemple le fondateur d'un grand fonds de private equity sur l'Asie, Ronnie Muse, qui a investi à titre personnel, donc en tant que business angel. On a attiré un des plus gros fonds régional, voire mondial, East Ventures, basé en Indonésie, qui a investi chez nous. Et de fil en aiguille, on a
Et c'est quoi votre secret là? Vous aviez des contacts? Vous avez été très fort pour pitcher le truc? Comment vous avez fait? Ben, je pense qu'il y a un mix de pas mal de choses. Je pense que en toute objectivité, on a un bon profil, on avait un bon track record professionnel et académique. Et mine de rien, bah, quand il y a qu'un PowerPoint, c'est un élément qui prend quand même du poids. On avait, on va dire, la vision qu'on avait, le marché qu'on voulait attaquer, etc. Clairement, ça avait beaucoup de sens. Et notamment parce qu'il y a eu des boîtes similaires en Europe ou aux US qui explosent sur des marchés un petit peu plus matures et qui Mhm. vraiment explosent. Et en fait, le fait qu'on ait, je le réalise encore plus aujourd'hui, mais le fait qu'on avait ce prototype en place, encore une fois, la première démo qu'on a faite, il a planté pendant la démo. Enfin, je pense que tous ceux qui font des démos connaissent ce syndrome de la démo qui plante quand il faut pas. Mais bon, voilà, c'était bancal, mais mine de rien, il fallait le faire. Il fallait le faire avec les peu de ressources qu'on avait, on y allait quoi. Mhm. On avait aussi bien travaillé notre sujet, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup parlé avec des professionnels du secteur, avec des entreprises, etc. Et enfin, bien sûr, il y a un aspect network. Il y a un aspect network et on a été mis en contact en fait avec ces investisseurs notamment via l'INSEAD, ou via des amis qui eux-mêmes étaient fondateurs de startups qui avaient levé des fonds qui sont assez successful et qui avaient donc ces investisseurs-là dans leur capital. Et donc ils nous ont mis en contact et forcément c'était des intros qui venaient avec des recommandations un peu. Donc tout on va dire l'ensemble de ces éléments-là et beaucoup de chance, clairement. Hein, au final, les étoiles se sont alignées et on a pu finalement récolter une somme qui nous permettait vraiment d'y aller sérieusement. Quoi. C'est-à-dire que là, on a D'accord. touché une vraie équipe. Et en fait, le dernier que j'avais mentionné, c'est Global Founders Capital. C'est pareil, c'est un très très gros fonds qui est issu de Rocket Internet. Mais il n'y a pas de lien avec le fait que j'étais nécessairement chez Lazada, etc. Mais c'est plutôt via quelqu'un avec qui on a fait l'INSEAD. Donc il y a un côté réseau. Après, les investisseurs ils vont pas faire de cadeaux. Le réseau, c'est pour avoir entre guillemets l'interview, c'est pour avoir un peu d'attention. Donc après, oui, il faut montrer ce prototype, il faut montrer que si que ça, qu'on est investi, qu'on est à fond, qu'on est là pour le long terme, etc. Il faut vraiment qu'ils aient une confiance dans le fait qu'on va y aller, quoi, qu'on va faire de Mhm. notre mieux. Et voilà. Et du coup, ça a fait que finalement assez vite dans l'aventure, on a levé les fonds qui nous ont permis de vraiment créer ce logiciel très ambitieux. Et du coup, aujourd'hui, donc à peu près 1 an et demi après cette levée de fonds, clairement, on est sur la région Asie du Sud-Est notamment. On a un logiciel qui a dépassé la compétition, quoi. Des startups qui ont 2-3 ans de plus que nous. Aujourd'hui, les clients nous choisissent parce que on a une vision beaucoup plus complète et ambitieuse, on va dire, d'un logiciel RH, et on a pu la réaliser, quoi. D'accord. Avant de revenir là-dessus, voilà, une parenthèse. Donc justement, vu que tu parles d'investissement, le Y Combinator, c'est aussi une forme d'investissement. Donc on en a parlé en intro, mais donc le Y Combinator, c'est bien connu au monde des startups, mais j'imagine qu'en dehors du monde du startup, on connaît pas du tout. Mais je crois que c'est Paul Graham, il s'appelle le directeur. C'est un peu une sorte de pape des startups. C'est un type qui est intéressant à suivre sur Twitter. Et ils ont incubé des startups hyper connues, quoi, du Airbnb, du Stripe, du Dropbox. J'ai regardé un peu les chiffres, c'est dément, quoi. Plus de 2000 startups investies pour une valorisation totale de 300 milliards de dollars, quoi. Le chiffre est Ouais, ouais, ouais. démentiel. Ouais, C'est des points de PIB, quoi, à ce niveau-là. C'est même, enfin, c'est même peut-être le PIB de petits pays, quoi. Non, Mais donc explique-nous un peu comment ça s'est passé, ouais, Combinator. Et moi j'ai appliqué une fois et j'avais gardé en souvenir le fameux formulaire et il y a des questions un petit peu marrantes. Donc raconte-nous un peu tout ça. non, alors c'est génial pour nous en effet d'être chez Y Combinator et en effet comme tu le mentionnais c'est une référence absolue dans le monde des startups et du coup enfin encore une fois on était surpris même d'être pris dans ce programme hein. Donc on est évidemment très content de l'être. C'est vraiment une opportunité qui est géniale et on va dire ça apporte beaucoup de crédibilité. En effet, donc le Y Combinator, ça a été fondé, il me semble, par Paul Graham autour de 2005, je dirais. Et donc au début, c'était un tout petit truc. Ils étaient un peu à l'arrache. Ils n'avaient pas forcément une énorme structure, etc. Et en fait, au fil du temps, ils ont commencé à avoir des gros succès qui ont fait parler d'eux et ils se sont structurés. Donc ils ont vraiment démontré qu'ils pouvaient
participer activement, on va dire à la première phase, on va dire, des startups dans lesquelles ils investissaient, parce que leur modèle c'est d'investir et ensuite d'accélérer les startups. Donc c'est pas forcément un incubateur, c'est plus un accélérateur. Mhm. Et donc l'idée c'est qu'ils mettent à notre disposition des ressources incroyables qui sont bien au-delà, bien plus importantes, limite que l'investissement financier qu'ils peuvent mettre. Et donc en l'occurrence, ils ont Et ne beaucoup. serait-ce que même le réseau, quoi. T'as accès à un réseau qui est dément, quoi. Toutes les startups du réseau. Exactement. Exactement. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, enfin, je conseille, il y a des épisodes de podcasts qui sont excellents. Je crois que c'est Dropbox. Dropbox, c'est passé sur le podcast How I Build This, un podcast américain que je conseille fortement. L'épisode sur Dropbox où il parle beaucoup de son Y Combinator est vraiment super intéressant. Ouais, ça me surprend pas. Et en effet, donc il y a un côté réseau, il y a un côté où des personnes comme le fondateur de Dropbox va venir et va discuter un peu, on va dire, avec nous et nous partager des choses qui sont très concrètes par rapport à la phase dans laquelle on se trouve, qui est pas forcément toujours ce qui est dit tel quel, on va dire, dans la presse et tout. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont parfois un peu plus, c'est pas des secrets, c'est des trucs qui sont un peu plus spécifiques, on va dire, qui sont très bénéfiques, puisque littéralement l'idée c'est d'amasser le plus possible de connaissances et de raccourcir, on va dire, le temps nécessaire pour arriver à telle ou telle conclusion, à telle ou telle décision. Et du coup, c'est vraiment le concept de l'accélérateur. Donc il y a un ensemble d'anciens élèves, d'une certaine manière, et aussi de partners, qui sont d'ailleurs souvent eux-mêmes des anciens de Y Combinator pour leur propre startup. Et donc, on a vraiment un accompagnement qui est génial. Donc voilà, pour l'anecdote, on pensait même pas forcément postuler. Et en fait, un ami assez proche, Quentin, nous a, on va dire, encouragé jusqu'à un peu nous pousser pour postuler en mode si vous pensez à un accélérateur, c'est vraiment celui-là qu'il faut faire, etc., etc. Et donc au final, on a rempli ce fameux formulaire qui nous a pris relativement peu de temps, puisque on avait levé un peu de fonds dans les semaines précédentes, et du coup on était, on va dire, assez près dans le discours, etc. Donc ça nous a fait gagner du temps par rapport à ça, mais il a quand même fallu fournir des éléments supplémentaires, notamment une démo du produit, c'est une démo produit, une vidéo de démo du produit, etc. Qui, mine de rien, c'est un peu stressant dans ce cadre-là, donc il faut la faire bien. Donc finalement ça prend plusieurs heures pour faire 5 minutes de démo et tout. Et donc on a soumis ce dossier d'application. Donc je sais pas quand les auditeurs vont écouter ce podcast, mais on est en janvier 2021, et du coup tout ce dont je parle là, c'était en septembre. Ça s'est passé entre septembre et octobre 2020. Et donc on a plus ou moins oublié qu'on avait postulé, et puis un jour on a reçu une notification comme quoi on était invité aux entretiens qui se sont faits quasiment dans la foulée, et une heure après les entretiens, ils nous ont appelé pour nous dire qu'on était accepté dans le batch, donc de janvier à mars 2021. Et donc vraiment génial sur une année 2020 qui est particulière et qui est difficile pour à peu près tout le monde, et y compris pour une jeune startup telle que la nôtre. Et ben ça permettait clairement de terminer 2020 en beauté d'un point de vue business. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup. Et donc j'imagine que Y Combinator, ouais, ça va clairement être un gros accélérateur, mais donc tu nous as un peu expliqué les fonctionnalités de Brio HR, et qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que tu as envie de développer pour la suite? Alors il y a plusieurs choses, il y a plusieurs, on va dire, catégories de choses. Si je prends deux exemples, le premier, c'est on veut s'assurer qu'on va combler, on va dire, certains besoins qu'on n'a pas encore comblés de manière consciente, parce qu'on a priorisé autre chose en fait. Et donc la philosophie qu'on a derrière Brio HR, c'est notamment d'aider les entreprises à automatiser la plupart des tâches administratives à plus faible valeur ajoutée, on va dire. Donc les automatiser peut-être pas forcément à 100%, mais en tout cas d'automatiser souvent à 80-90% la plupart, d'ordonner toute la gestion des employés pour savoir vraiment, encore une fois, qui est dans l'entreprise, quel profil, etc., etc., accéder à l'information dont on a besoin en 2 secondes et tout. Donc même si on voulait depuis le début et si on savait qu'on allait couvrir ce poste-là, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était la dimension employee engagement.
Donc vraiment essayer d'améliorer, on va dire, la motivation, d'améliorer un peu ça peut faire un peu cliché, mais ça devient de plus en plus prévalent aujourd'hui dans l'industrie et c'est unanime d'animer on va dire l'alignement entre les employés, la mission de l'entreprise, d'être sûr que les employés, quand ils se lèvent le matin, ils sont contents. Alors je suis pas non plus fou. On est aussi très content quand c'est le week-end et qu'on va pouvoir faire quelque chose avec nos amis, notre famille, etc. Mais il y a quand même une notion de plaisir et d'accomplissement au travail qui est de plus en plus importante, notamment pour le développement de la marque employeur. Aujourd'hui, la plupart des employés ou des chercheurs d'emploi ou de ceux qui pensent à switcher d'une entreprise à l'autre, ils recherchent de plus en plus ça par rapport à juste un descriptif, un titre de poste, un titre et un salaire. Évidemment. Ouais, clairement, il y a un changement de mentalité, c'est sûr. Ouais. Exactement, il y a vraiment un gros changement de mentalité et donc nous on a voulu vraiment participer à ça, quoi, parce que c'est ce qui nous passionne, quoi. La gestion des congés payés, c'est très important et c'est pour le coup très complexe, quasiment impossible à faire correctement manuellement ou avec un software qui serait pas assez flexible ou avancé. Donc oui, bien sûr qu'on veut faire ça, puisque faire gagner du temps aux professionnels des HR sur cette tâche-là, ça nous permettait aussi de réaliser notre vision sur leur libérer du temps pour faire quelque chose qui a plus trait au développement des employés, etc. Donc du coup, pour revenir à ta question initiale, on a développé des modules, notamment le tout premier qu'on a développé, c'est donc le module d'intégration des nouveaux collaborateurs. Ensuite, donc ça c'est super. On a d'ailleurs des énormes entreprises, des énormes multinationales. De l'onboarding, quoi, en gros, c'est ça? De l'onboarding, ouais. En fait, j'ai même pas l'habitude de le faire en français, mais là, j'essaie de me forcer pour le podcast, donc n'hésite pas à me remettre sur l'anglais, ça m'arrange limite. Non, je sais pas comment. Enfin, c'est vrai qu'on le dit presque en anglais habituellement, et clairement, pour avoir travaillé dans pas mal d'entreprises, y compris des startups, enfin, je sais pas si c'est une grosse problématique, mais c'est un truc où parfois c'est un peu le bazar et ça peut être bien de le formaliser, d'améliorer le process, quoi. Ouais, exactement. En fait, c'est extrêmement important. Je vais pas nécessairement nommer la boîte, c'est ni incroyable ni très grave, mais quand j'ai fait une transition moi dans une entreprise et il y a certains outils qui étaient à ma disposition ou plutôt qui auraient dû être à ma disposition, qui m'auraient facilité énormément la tâche, dont j'ai pris connaissance au bout de 2 mois. Et c'était une entreprise dans un secteur dans lequel j'avais pas forcément d'expérience avant, etc. Et du coup tu peux pas deviner. Je travaillais dur, je faisais de mon mieux pour comprendre et pour maîtriser le plus vite possible ce que je devais faire, mais on peut pas tout deviner comme ça, quoi. Là, si quelqu'un m'avait dit le premier jour, eh ben tiens, t'as ça à ta disposition, ça sert à faire ci, ça sert à faire ça, eh ben rien que ça m'aurait fait gagner des heures et des heures et des heures et potentiellement peut-être du stress en moins sur les 2 premiers mois. Et ça c'est valable pour rien parce que un onboarding ça peut durer 6 mois. Parce que ça comprend le moment où l'employé, on va dire, reçoit son offre d'emploi. Donc toute la période de préavis, la notice période va être incluse dans ce qu'on peut appeler parfois le pré-boarding. Ensuite, il va y avoir le jour 1 officiel, donc c'est comment on est accueilli, comment le jour 1 a été préparé en avance, comment on est accueilli. Honnêtement, souvent on n'est pas accueilli. Ah, c'est aujourd'hui que t'arrives. Ok, bon, J'ai oublié. il est en business trip, il reviendra dans une semaine. En attendant, lis les procédures là, et puis on viendra te voir, quoi. Mais en plus, c'est véridique. Je l'ai eu. Non, je pense qu'on est tous passés par là. On est tous passés par là. Tiens, voilà ton bureau. Et puis on arrive à un bureau, il y a des vieilles tasses de thé utilisées, des photos d'une autre famille, de la personne qui était sur ce bureau-là avant. Enfin, c'est dommage. C'est une grosse opportunité manquée d'avoir un employé qui se dit waouh, c'est cool, quoi. C'est là que je suis content d'atterrir dans cette entreprise-là. Là, l'employé qui a cette expérience qu'on vient de décrire, c'est bon, ok, presque c'est nul comme d'hab, quoi. Mais c'est dommage que ça ce soit la norme, quoi. Donc nous, on a vraiment voulu changer ça et on a par exemple des entreprises comme Bosch ou des grosses multinationales qui ont leur propre software pour le groupe. Donc on s'occupe pas de tout Bosch Group, puisque de toute façon c'est au-delà, c'est hors de notre portée. En revanche, ils disent, mais sur la région, nous on veut vraiment améliorer et automatiser ce processus d'onboarding. Donc si je repars sur ça, il y a aussi des tâches admin, s'assurer des trucs un peu détaillés, que
qu'il y ait une carte d'accès qui soit prête, etc. Ensuite, il y a toute la période toute la période d'essai. S'assurer qu'il y ait des revues régulières de performance, peut-être un programme de training, etc., etc. Donc voilà, ça c'est toute la partie onboarding. Ensuite, on s'est attaqué à la gestion de la performance, etc. Si bien que on n'a pas insisté, par exemple, sur le time tracking, donc le time attendance, donc littéralement le pointage, quoi, par exemple. C'est un exemple. Et d'ailleurs, on est en train de le faire parce que, encore une fois, notre but, c'est d'aider nos clients. Et c'est juste que si on doit prioriser, on a juste pas priorisé ça jour 1. Mais ça permet en fait de pointer et donc de vraiment de traiter très précisément les horaires d'arrivée et de départ des employés. Et en fait, nous, on s'aperçoit, et notamment avec cet épisode de confinement dans le monde entier, etc., de cette année, de 2020, que, au final, l'employé, il peut d'une, c'est mieux qu'il y ait de la confiance, etc., et c'est mieux qu'il y ait d'autres mécanismes, à mon sens. Des fois, c'est pas possible de faire autrement dans certains domaines, notamment dans, par exemple, le retail ou dans les usines, etc. Il y a un côté très process il faut s'assurer que les employés soient là et soient là à temps parce que c'est client facing. Mais il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles on est aussi bien à mesurer un peu le résultat, le fruit du travail, quoi. C'est-à-dire on est beaucoup mieux à manager par les objectifs qui soient des objectifs quotidiens, hebdomadaires ou mensuels ou annuels pour le coup. Mais on peut très bien manager par objectif la performance des employés. Plus que si l'employé est arrivé 3 minutes en retard plus de 10 fois sur le trimestre, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et tu peux donner un ordre d'idée de combien ça coûte d'utiliser ta solution? Notre solution, elle commence, on est pour le coup positionné justement sur un pricing qui est très très raisonnable. Donc pour commencer, ça va coûter $2.50, 2 US dollars et demi, donc ça va par mois par employé. C'est un abonnement en fait. C'est un abonnement et donc ça permet finalement le modèle SaaS, donc le modèle de software as a service. Ça permet de ne payer que ça. Tout est inclus. Donc ça c'est s'il y a un employé en moins, on paye moins. S'il y a un employé en plus, on paye pour cet employé. Si il y a pas de maintenance, il n'y a pas de mise à jour où il faut refaire toute une implémentation tous les 2-3 ans, etc. En fait, le modèle, c'est que c'est comme un abonnement et chaque matin, quand on se connecte, on a la dernière version sans avoir rien fait, quoi. C'est-à-dire que nous, on gère de notre côté tout ce qui est serveur. Le principe du SaaS, comme tu dis, ouais. Donc le client paye pour ce qu'il utilise, quoi. Exactement. Et t'as un use case que tu aimerais partager en particulier avec un client en le nommant ou non selon ce que tu veux, mais où vraiment, tu vois, il y a eu un bon fit et tu as vraiment une grosse valeur ajoutée pour ce client? Ouais, bien sûr. Donc, je pourrais partager de manière assez succincte deux exemples juste parce qu'ils sont assez différents, mais c'est assez révélateur on va dire, de la flexibilité de notre solution. Le premier, j'en ai parlé à l'instant, c'est Bosch. Et donc Bosch, encore une fois, c'est une entreprise, ils ont des dizaines de milliers d'employés dans le monde, etc. Tout le groupe n'est pas sous Brio HR. En revanche, ils ont des problèmes de rétention, de productivité, on va dire des pertes d'efficacité sur la gestion de l'onboarding. Et donc, ils cherchaient une solution qu'ils ne trouvaient pas. Ils cherchaient une solution pour régler ce problème-là. Et du coup, ils ont fait appel à nous. On a fait quelques, on va dire, discussions, quelques démos, etc. Et très très vite, en fait, ils se sont dit, bon, ça c'est vraiment top parce que ça aide à la fois la marque employeur parce que le nouvel employé il se dit waouh, c'est vraiment top. Ça aide les HR parce qu'ils peuvent manager beaucoup plus de choses d'une manière beaucoup plus efficace. Et donc voilà, ça c'est un exemple en fait où notre software il peut marcher sur des modules indépendants pour des filiales locales ou nationales ou régionales de multinationales. Donc ça c'est un premier use case. Un deuxième use case qui on va dire est plus notre cœur de cible, c'est les entreprises qui ont on va dire je disais tout à l'heure que le software marche très bien pour de 10 à 2000 employés, mais on va dire que notre corps de cible, ça va être de 50 à 1000. Et donc, ces entreprises-là, c'est des entreprises qui commencent à être trop sophistiquées. À partir de 50, on doit commencer à mettre certains trucs en place. On peut pas faire tout manuellement ou
ou vraiment sans se préoccuper d'un peu de l'efficacité. Du coup, il y a un besoin de commencer à structurer le domaine de gestion des RH, et pas que pour le coup. Et en fait, jusqu'à quand on monte en termes de nombre d'employés, et ben la complexité, la flexibilité devient de plus en plus importante. Et puis après, quand on est à 1000, 2000, 3000 employés, pour le coup, sur 15 pays, pour le coup, il y a des solutions qui sont spécialisées pour ce type de boîte-là, et c'est pas forcément ce qu'on regarde tout de suite. Et donc un use case sur ça, c'est on va dire on a un groupe s'appelle le groupe Ormond, basé en Malaisie. Eux par exemple, ils ont 400 employés sur 8 filiales. Donc c'est un groupe qui est assez complexe, un mini conglomérat on va dire. Et ils font différentes activités dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans la finance. Ils ont plusieurs choses. Et ils externalisaient une partie de leur RH. Par exemple, la gestion de la paye, etc. Donc, à un moment où il a fallu de gagner en efficacité, où il a fallu vraiment gérer du travail à distance, etc. pour les employés qui le pouvaient, parce que dans l'hôtellerie et la restauration, c'est pas évident tous les jours. Et ben, ils avaient besoin d'une solution. Sauf que, comme d'habitude, jusqu'ici, ils avaient des solutions soit pour les entreprises de toute petite taille qui sont vraiment très très simples et qui n'ont pas besoin d'un truc très avancé, ou les solutions trop chères pour les très grosses entreprises. Donc ils avaient un gap, et en fait il y avait que nous sur la Malaisie notamment qui pouvions répondre à ce besoin. Et donc en l'espace de 1 mois et demi, on a onboardé une entreprise de 400 employés sur 8 filiales qui avaient un niveau de digitalisation très faible avant ça. Donc concrètement, même au niveau de l'expérience des outils digitaux, etc., ils étaient quand même encore au début de la courbe, je dirais, de la courbe d'apprentissage. Et surtout, ils externalisaient la paye, et ce qui coûtait très cher. Et donc, ils nous ont demandé s'ils pouvaient internaliser la paye avec notre logiciel. Donc, nous, on fournit pas de service de paye, de gestion de la paye. En revanche, on a un module qui automatise tous les calculs des taxes, etc., qui est aujourd'hui disponible pour la Malaisie et pour Singapour, et on continue d'ajouter des pays. Donc on va ajouter les pays de la région d'Asie du Sud-Est notamment, etc. C'est le seul truc qui est très localisé en fait, la paye. Et donc au bout d'1 mois et demi, ils avaient tous leurs processus digitaux. Ils pouvaient gérer une force de travail qui était à la maison et très distribuée, etc. Un logiciel qui leur permettait de gérer 8 filiales, 8 entités légales au sein d'un même compte. Et surtout, ils avaient en 2 minutes, plus 2 minutes bien sûr, j'ai dit 1 mois et demi juste avant, donc il y avait de la formation, etc., pu internaliser un processus de paye qui fait souvent peur. La paye, ça fait souvent peur. L'externaliser, c'est un peu la solution pour s'éviter le stress et les ennuis, puisque c'est vraiment un facteur important par rapport à la confidentialité des données, par rapport à pas mal de choses. Et ben là, ils ont pu vraiment tout centraliser au sein d'une plateforme. Donc, il n'y a plus à réconcilier une base de données ici avec une base de données ici, avec un fichier Excel, avec des vieux emails qu'on a reçus il y a 6 mois et dans lequel il y a un document dont on a besoin et tout. Tout est dans Brio, sur une interface qui est agréable d'utilisation et beaucoup plus efficace et beaucoup moins cher. Donc, c'est vraiment un client typique, on va dire, qu'on vise, en tout cas auquel on pensait quand on a créé Brio HR. Et on peut citer aussi un autre client qui va parler à pas mal de nos auditeurs, qui est la Chambre de commerce de Hong Kong, c'est ça, qui utilise ta solution. Ouais, c'est ça. Alors, la Chambre de commerce de Hong Kong, en fait, on a été mis en contact via la Chambre de commerce en Malaisie. Il s'avère qu'ils recherchaient une solution pour la gestion des congés payés, et on a assez vite trouvé un terrain d'entente là-dessus. Donc, en effet. Ok, bah super. C'est une belle référence, et je pense que ça peut être aussi le début d'une expansion vers Hong Kong, voire même la Chine, hein. Tu me disais que la Chine peut être aussi un marché intéressant pour toi. Ouais, exactement. On peut Ouais. gérer ces marchés-là. Il n'y a que la paye qui est très localisée, mais beaucoup en fait séparent quand même la paye dans certains pays, etc. Donc si demain on a envie et besoin de travailler avec un client à Hong Kong, bah on le fait déjà. On a des clients en Europe, en Indonésie, à Singapour. Enfin, on est déjà multi-pays. Il y a que la gestion pure de la paye qui est quand même assez localisée pour le coup, puisque chaque pays a ses propres lois, normes, etc. Ok, non, bah c'est super, hein. Franchement, félicitations pour tout ça. On va arriver à la conclusion du podcast, de l'épisode.
Donc, est-ce que tu as une astuce à partager sur la Malaisie pour craquer ou hacker la Malaisie ou l'Asie en général, si tu veux que j'ouvre la question? Ouais, c'est en effet c'est intéressant comme question puisque c'est souvent je pense que la question que se posent les gens avant de considérer un move. Je dirais que on peut par exemple il faut choisir. Donc je vais plus répondre à ta question d'un point de vue Asie. Et du coup, je vais dire il faut vraiment être conscient de pourquoi on choisit telle ou telle base. Donc moi, en l'occurrence, ça a été la Malaisie. Mais selon l'activité qu'on fait, selon peut-être notre background, etc., et surtout selon les structures et les ressources dans les différents pays, c'est vraiment important de savoir pourquoi on choisit tel ou tel pays pour commencer. Donc je prends l'exemple quand même de la Malaisie pour illustrer un peu le point. La Malaisie, c'est très très central sur l'Asie du Sud-Est. Il y a toutes les destinations, toutes les capitales, etc. sont à 2 heures d'avion. La Malaisie, c'est aussi la capitale de AirAsia, qui est une des compagnies aériennes low cost les plus connues au monde. Et donc, ça permet très facilement en fait de s'ouvrir toute l'Asie du Sud-Est. C'est aussi, il y a une grosse qualité de vie à un faible coût. Donc ça permet notamment pour monter une entreprise d'avoir des dépenses relativement maîtrisées tout en ayant une qualité de vie qui est vraiment super. Et Vous enfin, avez des appartements à Kuala Lumpur, j'ai halluciné, hein, pour le prix d'un 3 à Hong Kong, on peut avoir un appartement de grand luxe à Kuala Lumpur. ouais, complètement. C'est vraiment en effet frappant. Et je pense que c'est j'ai pas forcément étudié ça de manière très approfondie, mais je pense que c'est la capitale au monde où il y a des rapports qualité-prix sur le logement les plus élevés, les plus avantageux, quoi. Et enfin la Malaisie par exemple c'est un mix entre culture asiatique avec quand même une certaine influence on va dire occidentale parce que c'était anglais pendant pas mal de temps avant les années 60 quand ça a été indépendant. Donc il y a une influence et il y a surtout une diversité extrême. Donc c'est agréable parce que en arrivant en Malaisie, on peut à la fois découvrir l'Asie, vraiment l'Asie, c'est être exposé à des côtés très asiatiques. Et puis si on a besoin d'un peu de confort ou de se rappeler un peu certaines racines de notre pays d'origine, et ben en 2 minutes on peut trouver des gens, des restaurants, des endroits qui vont nous les rappeler. Donc ça c'est pour moi choisir la bonne base, c'est vraiment la clé. Après très très rapidement, bien sûr, je dirais faut se mixer avec les locaux. Je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Français, mais quelle que soit la nationalité d'ailleurs, quand ils arrivent à l'étranger, très très vite vont être dans un groupe de compatriotes. Et c'est génial parce que ça va être des gens qui vont partager un état d'esprit, etc. Mais ça risque, notamment pour développer les affaires, etc., d'être très limité. Si on se limite à un réseau, on va dire très franco-français ou etc., forcément, on se ferme un peu à un cercle plus grand d'opportunités, etc. Et notamment, on manque un peu certaines références culturelles ou certains réflexes culturels qui pourraient nous aider, on va dire, à mieux interagir avec des clients, des partenaires, des fournisseurs potentiels, des employés, etc. Alors que si on se mixe, pour moi, il y a pas de recette secrète. Faut y aller, quoi. Faut sortir un peu de sa zone de confort et Non, 100% d'accord, hein. Je discutais hier avec un invité potentiel qui a fait une croissance assez extraordinaire sur Hong Kong et qui m'expliquait mon secret, moi, c'est je bosse à 90% avec des boîtes non françaises et avec des locaux en particulier. Et ouais, c'était ça son secret. Ça paraît évident, mais c'est vrai que c'est pas bête quand à trop bosser entre Français, on peut rester dans sa niche. Je ouais. dis ça pour mon podcast franco-français sur l'Asie. Je sais pas si je suis un bon exemple, mais Non, mais c'est sûr. Et le podcast, il est génial parce que justement, il donne toutes ces perspectives de français. Donc quelqu'un qui peut vouloir découvrir l'Asie ou approfondir l'Asie va pouvoir s'identifier. Donc c'est évident que c'est génial. Mais en l'occurrence, quand l'idée c'est de conquérir un marché, on peut pas le faire en restant chez soi avec trois copains qui connaissent eux-mêmes pas forcément la culture. ouais, tout à fait. Ok, bon ben c'est super. Donc Benjamin, est-ce que tu as un contact à partager, une présence sur les réseaux sociaux?
Ouais, déjà, je peux être contacté sur LinkedIn facilement, Benjamin Cros, CROC. Je vais même donner mon email. Je sais pas si ça se fait. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Pas de Je le problème. remettrai dans les commentaires, mais vas-y. Hein, Parfait. Donc benjamin.cro @briohr.com. Donc BrioHR, c'est le HR en anglais, hein, briohr.com. Et donc vous pouvez bien sûr regarder un petit peu ce qu'on fait sur briohr.com. Et donc ouais, faut pas hésiter, avec plaisir pour échanger et pour entrer en contact avec quiconque le souhaitera. Ouais, n'hésitez pas. Ok, bon merci beaucoup Benjamin et bonne chose pour la suite. Merci Raphaël. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!